Bonjour, aujourd'hui on va parler ensemble des réactions acide-base et donc de la notion de pH. Pour cela, on va commencer par définir ce que c'est qu'un acide et sa base conjuguée. Ensuite, on parlera rapidement de l'eau, on verra une de ses caractéristiques. On se demandera pourquoi une espèce est acide. On reverra aussi très rapidement la notion de formule semi-développée ainsi que des schémas de Lewis. On verra ensuite comment on peut écrire l'équation d'une réaction acide-base. Et on parlera du potentiel hydrogène, donc ce qu'on appelle le pH. Donc, définition d'un acide et de sa base conjuguée. En première, ce que vous avez vu, vous avez parlé des réactions d'oxydoréduction, donc attention, il ne faudra pas confondre entre ces deux types de réactions. Une réaction d'oxydoréduction, rappelez-vous, c'était l'échange d'électrons entre des oxydants et des réducteurs. Eh bien, dans le cas d'une réaction acide-base, on aura toujours un échange entre deux types d'espèces différentes, mais ce ne sera pas des électrons, on va échanger en fait des protons, donc des ions H+, entre des acides et des bases. Donc cette fois, attention, on va échanger des ions H+. Donc la définition d'un acide, ça va être une espèce qui va être capable de céder des ions H+, tandis que la définition d'une base, c'est une espèce chimique qui va être capable de capter des ions hydrogène H+, des protons. Alors ici, on est en train de parler d'acides et de bases au sens de Bronsted. On a également des acides et des bases au sens de Lewis, mais vous verrez ça un petit peu plus tard. Alors à couple acide-base, on va le noter AH pour l'acide, / A- pour la base. Et donc, si je veux écrire une demi-équation, je vais avoir l'acide qui va donner la base plus un ion hydrogène. Donc AH va donner A- plus mon proton H+. Alors on peut voir le cas de l'eau, qui est un petit peu particulier, donc on va parler de différents couples acide-base, et on va commencer par ceux de l'eau. Donc ici, on peut voir déjà dans cette demi-équation que l'eau est capable de gagner un proton H+. Donc selon la définition, ici, l'eau est une base, et va pouvoir gagner un proton pour former l'ion H3O+, ce qu'on appelle l'ion oxonium. Mais l'eau est aussi capable de céder un proton, et donc de former l'ion hydroxyde HO-. Et en fait, l'eau, dans ce cas-là, c'est tout simplement un acide. Il a cédé un ion H+. Donc l'eau est à la fois un acide et à la fois une base, ça dépend quel couple on va utiliser. Elle présente ce qu'on appelle un caractère amphotère. Une petite remarque, certaines espèces chimiques sont capables de libérer plusieurs protons, c'est ce qu'on va appeler des diacides, triacides, etc. Donc là, on va prendre l'exemple de l'acide carbonique de formule H2CO3. On voit qu'il a 2 protons. Et alors, c'est pas parce qu'une espèce chimique a X protons qu'elle va pouvoir tous les libérer, d'accord? Mais ici, dans ce cas, elle peut libérer ces 2 protons. Donc ici, là, par exemple, sur la première demi-équation, on peut voir que l'acide carbonique est capable de libérer un proton pour former l'ion hydrogénocarbonate. On a le couple qui est écrit à droite. Et on va pouvoir libérer, donc l'ion hydrogénocarbonate va pouvoir libérer son deuxième proton pour former l'ion carbonate. Donc là, ici, on a 2 acidités, on va pouvoir libérer les 2 hydrogènes. Donc ici, on vient de voir que l'acide carbonique a pu libérer ces 2 hydrogènes. On va se demander pourquoi une espèce chimique peut libérer comme ça ces hydrogènes, et donc pourquoi une espèce chimique présente un caractère acide. Alors pour ça, il faut qu'on fasse un petit rappel de première sur la notion d'électronégativité. Donc l'électronégativité, c'est la capacité d'un élément chimique à attirer les électrons de la liaison covalente. Vous avez le tableau qui vous est fourni ici. On peut voir que l'électronégativité augmente quand on se déplace vers le haut et vers la droite du tableau. Donc nous, on va prendre ensemble l'exemple de l'acide chlorhydrique. On peut voir que l'électronégativité de l'élément chlore est largement supérieure à l'électronégativité de l'élément hydrogène, et donc ça signifie en fait que les électrons de la liaison covalente entre l'hydrogène et le chlore sont attirés par l'élément chlore. On va pouvoir le représenter sur un petit schéma. Donc ici, attention, on a représenté la liaison covalente entre H et Cl qui est composée de 2 électrons, et j'ai rajouté ces 2 électrons en plus pour qu'ils soient visibles. Donc les 2 électrons, on voit clairement qu'ils ont été attirés par l'élément chlore. Donc qu'est-ce que cela implique? Vu que les électrons sont chargés négativement, on va avoir une charge partielle négative qui se place sur l'élément chlore, et donc une charge partielle positive qui s'est placée sur l'élément hydrogène, car il est en déficit de ces électrons. Ces électrons se sont écartés. On peut voir une autre illustration. Alors ici, tous les points noirs correspondent à la probabilité de présence d'un électron en un endroit de l'espace. On peut voir que mes électrons sont
quasiment, sont majoritairement placés autour de l'élément, chlore, d'accord? Donc on a bien, une charge négative à droite, là où se trouvent les électrons, et une charge partielle positive à gauche au niveau de l'hydrogène. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, l'hydrogène, le pauvre, il avait un électron, on lui a volé, donc il se retrouve un petit peu sans rien, et il va y avoir, en fait, une rupture de ma liaison, et l'hydrogène va partir, tout simplement. Il va être libéré, et va former un ion H+ en solution, donc un proton, et on va avoir de l'autre côté mon ion chlorure. Donc en fait, le chlorure d'hydrogène, c'est bien une espèce acide, car en solution, il va être capable de libérer un proton H+. Et pourquoi il va être capable de le libérer? Ben, tout simplement parce qu'on avait une liaison qui était très polarisée, et mes électrons qui étaient fortement attirés par le chlore. Donc en fait, au sein d'une molécule, seuls les atomes d'hydrogène qui sont liés à un atome fortement électronégatif présentent un caractère acide. On va faire maintenant un rappel très rapide sur la notion de formule semi-développée. Alors quand on veut représenter une formule semi-développée, ben, ça consiste tout simplement à représenter une molécule en faisant apparaître toutes les liaisons, sauf celles qui concernent les atomes d'hydrogène. Donc ici, j'ai choisi de représenter la formule de l'acide éthanoïque et de sa base conjuguée, l'ion éthanoate, qui font partie donc du même couple acide-base. Donc ici, j'ai mon acide. Regardez, on a le CH3 qui est à gauche, je n'ai pas fait apparaître les liaisons avec les hydrogènes, j'ai tout simplement écrit CH3, et au niveau du OH, pareil, j'ai pas représenté ma liaison entre l'oxygène et l'hydrogène. Et donc la base conjuguée qui est l'ion éthanoate, il a perdu son hydrogène. Donc ça, formule développée, relativement simple à représenter, on va parler maintenant rapidement des schémas de Lewis. Alors le schéma de Lewis, vous le savez, ça consiste à représenter la molécule avec les différents doublés liants et non liants, donc à la fois avec les liaisons covalentes et à la fois avec les doublés non liants. On va revoir une méthode un petit peu générale pour pouvoir déterminer un schéma de Lewis, surtout quand on a un ion polyatomique. Donc voilà, un schéma de Lewis, vous le savez, ça consiste à représenter une molécule, un ion polyatomique avec toutes ses liaisons covalentes et ses doublés non liants. Donc doublés liants et doublés non liants. Nous, on va revoir une méthode un petit peu générale pour pouvoir déterminer les schémas de Lewis pour des ions polyatomiques. Alors, première chose à faire, on va dénombrer le nombre d'électrons de la couche de valence. Donc je vous rappelle, la couche de valence, c'est les électrons de la couche externe, et donc tous les atomes qui vont composer cette molécule, ou cet ion polyatomique. Donc si c'est un ion, on va ajouter ou enlever un certain nombre d'électrons en fonction de la charge présente sur l'ion. Et pour finir, on va représenter la formule développée ou semi-développée de la molécule, et on va ajouter les doublés non liants pour que chaque atome ait sa couche électronique externe de complète. Et donc on va pouvoir derrière tracer notre schéma de Lewis, et on va, en traçant le schéma, on va vérifier que tous nos doublés, liants et non liants, correspondent au calcul que l'on vient d'effectuer. Alors on va prendre un exemple ensemble, on va prendre l'exemple pour l'ion éthanoate. Donc je vous ai remis la demi-équation. CH3COH, donc l'acide éthanoïque, va donner l'ion éthanoate, CH3COO-, plus un proton H+. Donc, l'ion éthanoate, CH3COO-, on va essayer de dessiner, de représenter son schéma de Lewis. Pour cela, je vais commencer par compter le nombre d'électrons sur la couche externe de chaque atome qui compose cet ion. Alors, structure électronique de chaque atome, individuellement. L'hydrogène, il possède un proton, donc sa structure, ça va être un S1. Le carbone, il possède 6 protons, donc sa structure électronique 1s2, 2s2, 2p2. Et pareil pour l'oxygène qui possède 8 protons, 1s2, 2s2, 2p4. On rappelle, la couche électronique externe, c'est la dernière couche qui est remplie ou partiellement remplie. Donc pour mon hydrogène, ma couche externe, c'est la couche numéro 1, forcément j'ai un électron. Pour le carbone, ma couche externe, c'est la numéro 2, et pour l'hydrogène également. Pour le carbone, je vais avoir 4 électrons de valence, 2 et 2, et pour l'oxygène, je vais avoir 6 électrons de valence. Déjà, à partir de ce nombre d'électrons de valence, je vais pouvoir représenter les schémas de Lewis des atomes individuellement, rappelez-vous. Je dessine le symbole de l'élément chimique, et autour, je représente le nombre d'électrons de la couche externe. Donc ici, on peut voir déjà sur mon élément oxygène que j'ai deux paires d'électrons qui sont ensemble. En fait, ils vont former des doublés non liants. Sur l'atome d'oxygène, on a deux doublés non liants. Donc maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir dénombrer le nombre d'électrons de la couche externe au total pour ma molécule. Donc j'en ai 3 qui correspondent à mes 3 hydrogènes, plus 8, le 8 correspond aux 4 électrons de valence du carbone, et j'ai deux atomes de carbone au sein de la molécule.
et j'ai 2 atomes d'oxygène également, donc ça me donne plus 12. Et au total, j'ai 23 électrons de valence. Maintenant, on peut voir que l'ion éthanoate, c'est CH3, c'est OO-. Il y a une charge moins qui a été placée, donc ça veut dire qu'il a gagné un électron. Donc je vais en rajouter un. Et au total, on aura 24 électrons de valence, et donc je dois avoir 12 doublés, liants et non liants. Et bien à partir de ça, et à partir aussi des schémas de Lewis atomiques, je vais pouvoir représenter ma molécule. Ça, je vous laisse vous entraîner à le faire, vous l'avez déjà fait en première. Et on peut recompter le nombre de doublés. Donc, autour de mon carbone de gauche, eh ben, il est lié 3 fois à des hydrogènes. Donc j'ai 3 doublés ici. J'en ai un quatrième ici au milieu. 5. Et ensuite, je vous laisse compter, hein, vous arrivez facilement à 12 doublés. Et ben, on peut revenir aussi à ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit que une espèce chimique était acide car elle était capable de libérer un proton H+. Est-ce que ce sont les hydrogènes qui étaient liés à mon carbone tout à gauche qui ont été libérés? Eh ben non, parce que la liaison carbone-hydrogène n'est que très peu polarisée. Il y a une différence d'électronégativité qui est très faible. Par contre, entre l'oxygène et l'hydrogène, on a une différence qui est importante, et donc c'est bien l'hydrogène qui est attaché directement à l'oxygène de ma fonction carboxyle qui a été libéré. Et donc les acides carboxyliques sont bien des acides, ils vont être capables de libérer le proton H+, et le proton qui va être libéré, c'est celui qui est attaché à la fonction carboxyle. Donc là, on va essayer de refaire le même travail, mais plus rapidement avec l'ion ammonium NH4+, donc on peut voir que j'ai uniquement des hydrogènes et un atome d'azote. J'écris les structures électroniques, je dénombre le nombre d'électrons de valence, j'écris le schéma de Lewis des atomes, et je peux déterminer déjà le nombre d'électrons de valence pour ma molécule. J'en ai ici 9, donc pour mon ion NH4+. Hein. Et on peut voir par contre que j'ai une charge positive sur l'ion ammonium. Donc cette fois, il n'a pas gagné un électron, il en a perdu un. Donc je vais être au total à 8 électrons de valence, et j'aurai 4 doublés à placer. Donc si je représente mon schéma de Lewis pour l'ion ammonium, c'est tout simplement l'azote au milieu, mes 4 hydrogènes autour qui représentent donc mes 4 doublés qu'on vient de voir, et ma charge plus portée par l'atome d'azote. Je vous rappelle comment on sait que la charge plus est portée par l'atome d'azote. Normalement, il doit avoir 5 électrons autour de lui s'il est isolé. On peut le voir dans le schéma de Lewis de l'atome. Et là, il en a que 4, donc il lui manque un électron. C'est lui qui va porter ma charge positive. Donc si on réalise le même travail avec l'ammoniac, on va obtenir son schéma de Lewis, NH3, qui est assez simple, ça je vous laisse faire. Et donc la demi-équation, ion ammonium va donner de l'ammoniac plus mon ion H+. Là, vous allez me dire, mais je comprends pas, on a parlé de différence d'électronégativité, on peut voir dans l'ammoniac que j'ai un atome d'azote qui est relié à un atome d'hydrogène. La différence d'électronégativité n'est pas négligeable, on pourrait se dire, eh ben mon hydrogène va être libéré par l'ammoniac, et en fait l'ammoniac est une espèce acide. Mais en fait non. On n'a pas été très rigoureux ici. Normalement, sur l'ion hydrogène, sur le proton, on a une lacune électronique, donc une case vide. Et en fait, le doublé non liant de l'ammoniac va pouvoir aller attaquer cette case vide pour capter l'hydrogène, pour capter un proton. Et en fait, l'ammoniac va bien être une espèce basique. Et donc, en règle générale, tous les amines donc, qui présentent un doublé non liant sur l'azote, et ben ce doublé non liant lui permet de capter un proton H+, et les amines sont des bases. Donc là, on va voir deux couples différents. Et ben on va essayer de décrire l'équation de réaction entre ces deux couples, donc pour une réaction acide-base. Donc je vous remets rapidement la définition. Une réaction acide-base, c'est un échange de protons entre l'espèce acide d'un couple et l'espèce basique de l'autre couple. On va reprendre l'exemple avec nos couples de tout à l'heure. J'aimerais bien écrire l'équation entre l'équation acide-base entre l'acide éthanoïque et l'ammoniac. Eh bien, on vous remet les deux demi-équations ici. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est l'ammoniac NH3 et l'acide CH3COH. Donc je vais les mettre du même côté, du côté de mes réactifs, et donc j'ai l'équation globale de ma réaction qui donne acide éthanoïque plus ammoniac va donner ion éthanoate plus ion ammonium. Et ici, on va rajouter évidemment les états physiques vu qu'on est dans une équation globale. Maintenant qu'on vient de voir quelques propriétés sur les réactions acide-base, on va pouvoir parler de la notion de pH. Donc déjà, pH, ça signifie potentiel hydrogène. Donc avant de parler directement du pH, on va parler des ions, des protons, en fait des ions H+. Quand ils sont libérés par un acide en solution, le proton ne reste pas sous cette forme en solution, un proton H+, n'existe pas en solution, et donc ils vont directement se lier à une molécule d'eau pour former un ion oxonium.
Et l'équation, on l'avait vu en tout début quand on avait parlé du caractère amphotère de l'eau, et ben tout simplement une molécule d'eau plus mon proton va former l'ion oxonium. Vous avez le schéma de Lewis qui est ici à droite. Et bien le pH d'une solution est directement relié à la concentration des ions oxonium en solution. Et donc on va avoir une relation pour calculer le pH. Et donc le pH va être égal à l'opposé du logarithme de la concentration en H3O+, divisé par la concentration de référence C0. Alors, ici, entre crochets, rappelez-vous souvent la concentration pour les espèces ioniques, on les note entre crochets. Donc là, entre crochets H3O+, ça signifie la concentration des ions H3O+, dans votre solution en mol par litre. Le C0, c'est tout simplement une constante, hein. C'est ce qu'on appelle la concentration de référence que l'on va prendre à 1 mol par litre. Ça sert uniquement à avoir un rapport qui est sans dimension pour mettre dans le logarithme. Ah, on prend le logarithme de quelque chose qui est sans unité, d'accord? Et la fonction logarithme, vous la trouverez sur votre calculatrice, c'est la touche log. Alors on va voir rapidement quelques propriétés mathématiques de la fonction logarithme. Donc ça, vous verrez vos cours de maths là-dessus, mais le logarithme de a fois b est égal au log de a plus log de b. Log de a divisé par b, c'est égal au logarithme de a moins le logarithme de b. Une relation qui va pouvoir nous servir aussi, le logarithme de a puissance b, c'est égal à b multiplié par le logarithme de a. Et surtout, nous, ce qui va nous intéresser, c'est la fonction inverse. Quelle est la fonction inverse du logarithme? En fait, c'est la fonction 10 puissance. Ça veut dire que 10 puissance le logarithme de a est égal à a. Et inversement, si je prends le logarithme de 10 puissance a, c'est égal à a. Donc cette propriété va vraiment nous servir cette année. Par exemple, si j'écris ma formule ici pour le pH, que l'on a vu avant, pH est égal à moins log de H3O+, divisé par C0, imaginons que je connaisse la valeur du pH, j'aimerais bien savoir calculer la concentration en ion H3O+. Donc pour ça, il faudrait que je sache isoler cette concentration. On va voir la méthode une fois ensemble, mais c'est quelque chose que vous devez savoir faire. Donc ici, je repars de ma formule de base. Déjà, la première chose à faire, si je veux isoler H3O+, ça va être le signe moins. Je vais essayer de le passer de l'autre côté. Donc je vais multiplier de chaque côté par moins 1. Et j'obtiens moins pH égale logarithme de H3O+, divisé par C0. Donc maintenant, en fait, on doit s'attaquer à la fonction logarithme. Donc pour l'enlever, il faut qu'on passe de chaque côté à la fonction puissance de 10. Donc je vais prendre 10 puissance, ce qui est écrit dans votre égalité. Donc ça me donne quoi? À gauche, j'avais moins pH, donc je suis à 10 puissance moins pH. Et à droite, j'ai log de tout ce qui est entre parenthèses, donc j'ai 10 puissance log de tout ce qu'on avait avant. On peut voir directement 10 puissance moins pH, on va pas pouvoir le modifier, on va devoir le laisser comme ça. Par contre, à droite de mon signe égal, j'ai 10 puissance log. Et on a vu tout à l'heure que 10 puissance log de A est égal à A, donc ici, ce sera 10 puissance log de H3+ divisé par C0, ce sera directement égal à H3+ divisé par C0. Et pour finir, moi je veux isoler H3+, et ça vous savez faire, je multiplie par C0 de chaque côté, et j'obtiens C0 multiplié par 10 puissance moins pH, et on a réussi à isoler la concentration en ion oxonium. Donc si on repasse sur la diapo d'avant, on sait maintenant que la concentration en ion oxonium est égale à C0 fois 10 puissance moins pH. Et en fait, on peut parler rapidement de la fonction logarithme. En fait, elle nous sert juste à travailler avec de très grands nombres ou de très petits nombres et revenir à une échelle un petit peu plus classique. Donc là, on vous donne un exemple. Si j'ai des valeurs qui varient entre 10 puissance moins 5 et 10 puissance 5, si je prends le logarithme des 10 puissance moins 5 et 10 puissance 5, ça va être égal à moins 5 et 5. Donc c'est plus facile de travailler avec des valeurs qui sont comprises entre moins 5 et 5, puis avec des valeurs comprises entre 10 puissance moins 5 et 10 puissance 5. Alors cette relation, pour calculer le pH, n'est pas valable pour tous les domaines. Donc ici, nous, elle va être valable pour les domaines de concentration qui sont compris entre 1 mol par litre et 10 puissance moins 14 mol par litre pour mes ions H3O+. Donc on peut calculer le pH à partir de ces deux valeurs. Donc les valeurs extrémales, je vais commencer par prendre la concentration en ion H3O+, la plus élevée. Donc moins log, si je fais mon application numérique, moins log de 1 divisé par 1. Je vous rappelle que C0, ce sera toujours 1 mol par litre, d'accord? Et donc moins log de 1, c'est égal à 0. Je fais la même chose pour ma deuxième valeur, et j'obtiens une valeur de pH qui est égale à 14. Et ces valeurs, vous les connaissez déjà. Regardez, mon pH est en fait compris entre une valeur de 0 et une valeur de 14.
Donc 0 quand la concentration en IOH3O+, est très élevée, donc quand j'ai une solution qui est très acide, et 14 quand j'ai une concentration qui est extrêmement faible, 10 puissance moins 14, et donc que j'ai une solution qui est basique. Et donc vous avez un schéma ici qui vous rappelle les différents domaines d'acidité, solution acide entre 0 et 7, basique entre 7 et 14, et une solution neutre quand on est aux alentours de pH 7, avec les concentrations en dessous qui vous en fournit en ion oxonium. On en reparlera un petit peu plus tard de ce schéma quand on parlera d'autoprotolyse de l'eau. Sur ce, à bientôt!